Dans notre domaine de la ventilation, les choses n'ont évolué dans la construction, que ce soit pour les logements ou pour le tertiaire, uniquement en fonction des réglementations. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est complexe, vous l'avez déjà compris, qui prend en compte plusieurs paramètres, l'énergétique, le coût de la construction, la qualité de l'air, la santé, donc le confort aussi à travers la lutte contre les mauvaises odeurs et l'acoustique. Et historiquement, tous ces paramètres, en particulier, à part quelques experts, n'étaient pas en mesure de les maîtriser et d'arbitrer entre encore une fois, les différents paramètres. Donc, de fait, c'est la réglementation qui fait ou qui ne fait pas. C'est comme ça, c'est vrai en France et c'est vrai à l'étranger exactement de la même façon. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une question de fait. S'il n'y a pas de réglementation, il ne se fait rien. S'il y a une réglementation, il se fait ce que dit la réglementation, point à la ligne. C'est comme ça. Alors, en France, de ce point de vue-là, on a plutôt eu de l'avance, historiquement. Le président Bernoulli disait que la France avait aujourd'hui du retard. En fait, ça n'a pas toujours été vrai. Les premiers textes sur la ventilation remontent en France à 58. Ça a été le premier corps qui a dit qu'il faut ventiler dans toutes les pièces dites techniques, c'est-à-dire les cuisines, les salles de bain. Ça a été le premier grand corps de texte. Ensuite, en 69, on a dit qu'il faut que le balayage de l'air, on va faire rentrer de l'air par les pièces dites à vivre, le séjour, les chambres, et on l'extrait à l'inverse par les pièces techniques, sanitaires, salles de bain, cuisine, et on organise comme ça un balayage de l'ensemble du logement, que ce soit les maisons individuelles ou les logements collectifs, même chose en tertiaire. Et on a dit, c'est ce que rappelait le docteur Béou, il faut un balayage qui soit général du logement et il faut que ce balayage soit permanent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, et il y avait déjà avant 58 et avant 69 la possibilité d'ouvrir les fenêtres, c'est ce que faisaient les gens, comme autrefois, on ouvrait en grand le matin, on secouait tous les draps, etc. C'était aussi ça. Et puis enfin, le dernier grand corps de texte qui est arrivé, c'est en 82-83, où on a dit il faut que ce balayage général et permanent obéisse à des règles de débit minimum suivant la taille du logement, le nombre de sanitaires, le nombre de pièces, la cuisine, etc. Donc on a instauré des débits minimums avec deux textes, 82-83. Alors ça c'est pour le logement, et en parallèle, pour des raisons un peu confuses, je ne saurais pas dire, c'est le Code du travail et, comme le rappelait Jean Bergouillot, et un règlement sanitaire qui a défini les règles dans le tertiaire, c'est-à-dire les bureaux, les hôtels, les crèches, les lycées, etc. Donc c'est pas du tout un sujet où c'est le consommateur, l'usager ou le maître d'ouvrage qui définit ce qui se passe. Ce qui définit ce qui se passe dans les lieux à vivre, c'est très clairement la réglementation. C'est comme ça. C'est vrai exactement de la même façon à l'étranger. Et puis après, curieusement, les choses se sont arrêtées. C'est-à-dire que les réglementations thermiques se sont succédées. Concrètement, il y a eu entre 73 et maintenant, il y a eu 6 réglementations thermiques. Donc depuis les arrêtés de 82-83, pour prendre le cas du logement, il y a eu 5 réglementations thermiques où on a raffiné les choses, alors qu'à l'inverse, en matière de qualité de l'air, on est resté au corps de textes qui ont été écrits il y a une trentaine d'années. Par exemple, la dernière réglementation RT 2012, elle dit qu'il y a 50 kWh, ça c'est une valeur moyenne, mais en fait, 50 kWh, c'est une moyenne sur le territoire. C'est pas dans chaque département qu'on va dire c'est 50 kWh. On va dire c'est ce qu'on vise globalement au niveau du pays. On a visé les 50, mais en adaptant cet objectif moyen aux différentes situations. Ce qui paraît du bon sens. Alors évidemment, ça complexifie un petit peu la réglementation mécaniquement, mais ça paraît en relatif bon sens. Alors que dans le domaine de la qualité de l'air, à la fois c'est pareil qu'on construise tout près du périphérique ici ou qu'on construise à la campagne, de fait les règles de ventilation sont strictement les mêmes, il n'y a pas de différence. Qu'on construise
dans un logement collectif ou dans une maison individuelle, il y a des petites différences, mais qui sont très secondaires, en fait. Donc, on est resté sur le système homogène qui avait été conçu en 82-83. Et ça, on peut de fait s'en étonner, d'autant que, parallèlement, comme le rappelait le président Bergoglio, l'étanchéité, à la fois l'isolation et l'étanchéité des bâtiments, se sont considérablement renforcées en fonction des objectifs énergétiques. Donc, quand on renforce l'étanchéité pour diminuer les pertes thermiques, mécaniquement, on diminue les entrées d'air qui s'effectuent sans même que, la plupart du temps, l'occupant s'en rende compte. Mais qui pour autant représentent des flux significatifs. Alors, ça a été un premier grand mouvement, et puis concrètement, pour donner un chiffre, aujourd'hui on est à 0,6 m3 par mètre carré, hein, donc c'est pas d'étanchéité, donc vous voyez 0,6 m3 par mètre carré, pour 100 m², vous faites le calcul facilement, ça veut bien dire qu'il y a des flux d'air qui sont encore aujourd'hui assez importants. Ça, c'est dans la RT 2012, hein, c'est l'objectif qui est donné et qui est mesuré à travers les tests d'étanchéité. Dans la RT 2005, les 0,6, en fait, ils étaient 2 fois supérieurs. On était à 1,2 m3 qui rentrait par le logement par les défauts d'étanchéité. Donc, on était 2 fois supérieur en entrée d'air. Bon. Donc ça, on a diminué, ce qui, au regard énergétique, est assez logique. Il faut bien dire les choses. Mais en attendant, si on veut que parallèlement l'air qu'on respire soit renouvelé, il faut bien, d'une certaine façon, le compenser au moins partiellement. Concrètement, il y a en gros un tiers de débit d'air en moins. Alors, si on ajoute à ça qu'entre l'ART de 82, donc dans les textes qui ont créé la ventilation d'aujourd'hui, donc 82-83, et l'ART d'aujourd'hui, il y a eu un basculement, en tout cas dans les logements. On est passé, il y avait 2 systèmes possibles en 82-83, qui étaient l'autoréglable et la ventilation sur l'hygrométrie. Pendant des années, il a suffi pour passer les règles d'être en autoréglable, et comme c'est un peu moins cher, c'est cet aspect économique qui prévalait, on était en auto et pas en hygro, et puis après, il a fallu passer en hygro. Là, au plan énergétique, pour pouvoir faire diminuer les consommations de chauffage, pour moins faire passer l'air. Donc pendant 15-20 ans, on a été en auto, et puis depuis, en gros, ça s'est passé en 2 temps, entre 2000 et 2005, on est basculé d'auto à hygro. En gros, les débits de renouvellement d'air ont été divisés par 2,5 dans le logement, que ce soit dans la maison individuelle ou dans le collectif. Dans les logements, je disais ça dans des rapports de l'OQAI, on passe 65%, les 2 tiers de son temps dans le logement. Donc, si on se dit, je mets de côté le cas des crèches, parce que dans les crèches sont des jeunes enfants, et Mme Guéhou disait combien pour les jeunes enfants le sujet qualité d'air est primordial, parce que c'est là, quand on est très jeune, que se forment les poumons. Donc, il y a une attention particulière. Pour le reste, dans les bureaux, on y passe en gros 3 fois moins de temps, 3 à 4 fois moins de temps que chez soi. Donc, par exemple, quand vous prenez la réglementation énergétique allemande, EN, EV allemande, l'énergie, etc., en fait, ils disent on comptabilise, c'est la même chose dans Passive House ou dans l'énergie, on comptabilise la dépense énergétique, chauffage, eau chaude, etc., mais on dit le renouvellement d'air qui entraîne forcément une dépense de chauffage. C'est-à-dire que quand on fait rentrer de l'air extérieur, comme il faut le chauffer, mécaniquement, ça fait une dépense de chauffage, c'est automatique. Mais on dit non, ça c'est trop important, donc on ne va pas le prendre en compte, on ne va pas le diminuer en fonction du critère énergétique, de l'exigence énergétique. Par exemple, Passive House, c'est 10 kWh, ça a été souvent dit, ils sont déjà à 10 kWh, etc. Sauf que les 10 kWh de Passive House, pour prendre ce cas-là, et l'énergie, c'est les mêmes règles, n'intègrent pas, ils intègrent la consommation du moteur, parce qu'ils disent quand même on doit passer à des moteurs performants. Ça oui, la consommation électrique du moteur est prise en compte.
Mais par contre, le renouvellement d'air et le besoin de chauffage qui est généré par ce renouvellement d'air, il n'est pas comptabilisé dans les 10 kWh de passive house. D'un moment, il faut pouvoir faire un bon système de chauffage, parce que la santé, c'est trop important. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, on ne va pas faire le mieux qu'on peut sur l'aspect énergétique pour faire baisser la consommation de chauffage, la consommation de CS, l'éclairage, etc. Ça se passe comme ça dans les autres pays. Et du coup, ils sont venus plus tard qu'en France, mais ils le font aujourd'hui avec des débits qui sont supérieurs. Il y a d'ailleurs des recommandations qui s'appellent EN, etc. Je vous passe les détails. En gros, on dit qu'il faut être à 100 une centaine de mètres cubes par heure dans une maison. Pour prendre le cas de la maison, c'est ça qui fait une valeur moyenne, et ils sont en gros à ce niveau-là. Alors que nous, on est 2 fois inférieur à cette valeur moyenne qui est donnée, entre guillemets, c'est une norme, en fait c'est une recommandation. Ils sont à ces niveaux-là, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, etc. Donc, ils sont venus plus tard, mais avec des niveaux bien supérieurs aux nôtres en matière de renouvellement d'air. Donc voilà où on en est par rapport à ce qui se passe en Europe.